Longtemps, j'ai laissé Antoine croire que mon silence était une forme de faiblesse. Il me voyait, je le sais, comme une femme effacée, incapable de se hisser à la hauteur de son monde brillant. Il se trompait, bien sûr. Cette discrétion, ce n'était pas de la soumission. C'était une façon d'observer, de comprendre, de laisser le temps, patient, révéler les vrais visages. J'ai revu ce regard, il y a peu, celui du jour où tout a basculé, où la vie a basculé. Il fixait mon chignon défait, ma blouse froissée d'infirmière, sans jamais voir la tempête qui grondait en moi. Il ne voyait pas ce qui se cachait au-delà des apparences. Il ne voyait pas la force grandissante que je ne soupçonnais même pas encore. Et dans ce détail, en apparence si anodin, la première pierre de notre effondrement a été posée, bien avant les premiers cris de mes enfants, bien avant qu'ils ne me tendent ces papiers. Je m'appelle Élodie Dubois. Infirmière à l'hôpital Saint-Martin, au cœur de Paris. Mon quotidien, fait de blouses blanches et de couloirs stériles, était habituellement prévisible, rythmé par les alarmes douces des moniteurs et les murmures apaisants au nouveau-né. Mais ce jour-là, rien n'était prévisible. Après 37 heures de travail, 3 alarmes d'urgence qui avaient déchiré le silence et une chute terrifiante de ma tension artérielle, mes triplés étaient enfin là. Petits, fragiles, mais vivants. Mes yeux étaient brouillés par les larmes, des larmes de soulagement et d'épuisement. J'ai tendu une main tremblante, désespéré de toucher ne serait-ce que l'un d'eux, de sentir leur peau contre la mienne. Mais ce n'est pas le contact de mes enfants que ma main a trouvé. Au lieu de cela, un stylo et une pile de papiers de divorce ont été glissés dans mon champ de vision. Mon regard a remonté le bras, puis le corps. Antoine Leclerc, mon mari, se tenait au pied du lit. Son costume anthracite, taillé sur mesure, semblait ignorer le chaos de la salle d'accouchement. Son expression était froide, impatiente, comme s'il révisait un contrat important dans son bureau de Paris La Défense, et non comme s'il regardait sa femme lutter pour sa vie, puis donner la vie. « Signe ça, Élodie » a-t-il dit, sa voix basse, un murmure qui a coupé plus profondément que l'incision chirurgicale sur mon ventre. Faisons les choses proprement. Ces bébés, ils ne sont pas de moi. Les mots ont résonné, creux et définitifs. J'ai essayé de lever la tête, de parler, mais ma voix s'est brisée en un souffle inaudible. Antoine, s'il te plaît, pas maintenant. Mais il avait déjà placé le stylo entre mes doigts. Ma main tremblait de façon incontrôlable. Ce n'était pas la peur, non. La peur, je l'avais ressentie pendant des mois. C'était la réalisation. La réalisation que l'homme que j'avais aimé pendant 7 ans ne pouvait même pas attendre que je quitte la table d'opération. Il a signé son propre nom d'un trait rapide et confiant. Une infirmière a eu un haut le cœur. Une autre s'est détournée. Le médecin anesthésiste a marmonné une insulte, mais Antoine n'a pas scié. Il a laissé tomber les papiers sur ma couverture, s'est penché et a murmuré, « Profite de ta nouvelle vie avec celui qui les a engendrés. » Puis, il s'est dirigé vers la porte. La pièce est devenue soudainement plus froide. C'était un froid qui venait de l'intérieur, qui se propageait dans mes os. Un instant plus tard, on a frappé. Une infirmière de la maternité est entrée, tenant un dossier de nouveau-né. Elle a jeté un coup d'œil à Antoine, la confusion serrant ses sourcils. « Monsieur » a-t-elle dit, sa voix rompant le silence pesant. « Avant que vous ne partiez, nous devons confirmer quelque chose. » Elle a baissé les yeux sur les formulaires, puis l'a regardé à nouveau. « Vous êtes le père ?» Antoine s'est figé en plein mouvement. Sa main, posée sur la poignée de porte, est restée suspendue. La question de l'infirmière, si simple et routinière, a fait que toute la pièce a retenu son souffle. Le plus souvent, j'avais cru qu'être invisible était la façon la plus sûre de vivre. C'était une conviction ancrée en moi, une armure silencieuse forgée au fil des années. La majeure partie de mon existence, Élodie Dubois avait passé son temps à se fondre dans le décor. Une silhouette parmi d'autres, une voix qui ne portait pas, un visage que l'on oubliait vite. C'était un mécanisme de survie, appris très tôt, dans la petite ville de province près de Lyon où j'avais grandi.
Ce n'était pas un endroit où les grandes ambitions s'épanouissaient. Là-bas, les rêves étaient des choses fragiles, délicates, comme des bulles de savon. Ils étaient facilement brisés par la réalité du quotidien, moqués par la dureté de la vie, ou tout simplement emportés par le vent de l'indifférence. Ma mère, courageuse et infatigable, travaillait sans relâche. Elle cumulait les doubles postes comme serveuse dans un petit bistrot du coin, rentrant souvent tard dans la nuit, les mains rougies par la plonge, le corps épuisé, mais toujours avec un sourire fatigué, pour moi. C'était un sourire qui me disait que, malgré tout, nous étions là, ensemble. Mon père, Jean Dubois, lui, avait disparu quelque part entre une promesse non tenue et les vapeurs de l'alcool. Je garde de lui des bribes de souvenirs, des éclats de rire bruyants qui ont fait vibrer les murs de notre petit appartement, puis un silence de plus en plus pesant, et finalement, une absence qui est devenue la norme. Il est parti un matin, sans un mot, sans un regard en arrière. Comme s'il n'avait jamais existé. Comme si nous n'avions jamais existé pour lui. Après son départ, j'ai compris qu'il fallait se faire petite. J'ai appris à ne pas faire de vagues, à ne pas attirer l'attention. Je suis devenue l'enfant silencieuse, celle qui se contentait d'observer, de peur que le monde ne s'écroule davantage sur ma mère et moi. Chaque jour, c'était un équilibre fragile. Chaque mois, le loyer était une lutte. Chaque facture, une source d'angoisse. Ma mère se battait avec une force incroyable, mais je voyais bien la fatigue creuser ses traits. Je voulais l'aider, mais je ne savais pas comment. Alors, j'ai choisi le silence. Le silence est un refuge, je le savais. Il vous protège des coups, des déceptions, des attentes. Mais je commençais aussi à comprendre, lentement, qu'il pouvait être une prison, un mur invisible qui vous coupait du reste du monde. Pourtant, même les filles silencieuses portent des tempêtes en elles. La mienne, je l'ai sentie gronder, puis elle a trouvé un exutoire, une direction inattendue, lorsque je suis entré à l'école d'infirmière. Ce n'était pas un chemin évident pour une jeune fille de mon milieu, mais quelque chose au fond de moi me poussait. Je n'étais pas la plus brillante de ma promotion, ni la plus rapide à assimiler les cours complexes. Mais j'étais celle qui prenait le temps. Celle qui tenait la main d'un nouveau-né lors de ses premiers souffles incertains, sentant la fragilité de la vie sous mes doigts. Celle qui murmurait des mots de réconfort aux jeunes mères dont le monde semblait s'effondrer après un accouchement difficile. Je restais souvent après ma garde, pas pour les heures supplémentaires ou l'argent que cela rapportait, non. C'était parce que l'idée d'un bébé seul dans un incubateur, même quelques minutes, me rongeait le cœur. La solitude, je la connaissais trop bien. Dans les couloirs de l'hôpital Saint-Martin, au milieu des bips réguliers des machines et des odeurs d'antiseptiques, j'ai découvert une force en moi que j'ignorais. Les infirmières, je le savais, ne gagnaient pas des fortunes. Mon salaire, chaque mois, était juste suffisant pour couvrir mon loyer mensuel à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, et les factures essentielles. Le loyer, il fallait compter une bonne partie de mes revenus, environ 9 cents à 1200 € chaque mois, ce qui me laissait peu de marge. Mais pour la première fois de ma vie, je sentais que j'existais pleinement. Je comptais. Ce n'était pas une reconnaissance éclatante, bruyante, non. Plutôt une douce certitude, une chaleur réconfortante, comme celle d'une couverture douillette en plein hiver. Je n'étais plus invisible, du moins pas ici, pas dans cette vie que j'avais choisie, où chaque geste avait un sens, où chaque vie comptait. C'était une paix fragile, je le savais, mais c'était ma paix. Et à cette époque, cela me semblait suffisant. Du moins, je le croyais de toutes mes forces. Je n'avais pas encore compris que cette nouvelle forme de visibilité apportait aussi son lot de dangers, que le fait d'être vu pouvait parfois être aussi, voire plus, risqué que d'être ignoré. C'est là que j'ai rencontré Antoine Leclerc. Le destin, ou peut-être une simple coïncidence glaciale, l'a fait entrer dans le hall de l'hôpital Saint-Martin un soir de neige. Je venais de terminer une garde de 16 heures, mon corps était lourd de fatigue, mes pieds me brûlaient sous ma blouse froissée. Le monde extérieur était plongé dans un silence ouaté, brisé seulement par le crissement des flocons contre les vitres. Mon esprit, lui,
était déjà tourné vers le petit appartement de Montreuil, vers l'unique moment de calme que m'offrait la fin de ma journée. Puis, il est apparu. Grand, élégant, aux traits ciselés, avec une assurance qui semblait défier la gravité, une prestance qui donnait l'impression que le monde entier lui appartenait. Il était de ces hommes qui attirent tous les regards sans même s'en apercevoir, une aura de pouvoir et de réussite émanait de lui. Il rendait visite à un collègue, m'a-t-il dit plus tard, un ami qui se remettait d'une intervention mineure. Pourtant, ses yeux, des yeux d'un bleu profond, n'ont cessé de revenir vers moi. Il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose qui m'a traversé, qui a brisé ma bulle de solitude et d'épuisement. Il m'a vu. Moi, Élodie Dubois, la petite infirmière aux cheveux roux noués en un chignon désordonné, mon visage un peu pâle, mon sourire un peu las, mais, je l'espère, d'une authenticité indéniable. Son regard, il s'est posé sur moi, non pas avec la curiosité habituelle, mais avec une intensité troublante. Un regard qui n'évaluait pas, qui ne jugeait pas, mais qui semblait simplement voir. C'était une sensation étrange, presque oubliée. Depuis la disparition de mon père, je m'étais habitué à être transparente, à passer inaperçue, à être une silhouette dans le décor de la vie des autres. Mais là, dans ce hall d'hôpital un soir de neige, Antoine Leclerc m'a vu. Il m'a abordé, sa voix était grave et douce, contrastant avec son apparence imposante. Il m'a dit que j'avais une lumière en moi, quelque chose de rare, de précieux, qui brillait malgré la fatigue, malgré l'uniforme. J'ai écouté ces mots. Ils étaient comme une douce mélodie, un baume sur de vieilles blessures. Et je l'ai cru. Je l'ai cru parce que je voulais y croire plus que tout. Après des années à me sentir insignifiante, ces mots étaient comme une source d'eau fraîche dans un désert aride, une promesse de renouveau. Ces compliments, si sincères en apparence, ont réveillé en moi un désir enfoui, celui d'être aimé, d'être reconnu pour ce que j'étais, au-delà de mon rôle d'infirmière ou de mon passé modeste. Notre première année de mariage a été un rêve éveillé. C'était un tourbillon de bonheur simple, de moments volés et précieux. Nous passions nos soirées dans notre petit appartement de Montreuil, préparant des dîners simples qui sentaient bon le réconfort. Nous regardions des films blottis sur le canapé, nos mains se cherchant, nos cœurs battant à l'unisson. Nos conversations s'étiraient tard dans la nuit, tissant ensemble les fils de nos passés, de nos espoirs, de nos projets d'avenir. Il me parlait de ses ambitions, des sommets qu'il rêvait d'atteindre dans la finance, et j'écoutais, fasciné par cette énergie débordante. Je lui racontais mes journées à l'hôpital, mes patients, les petites victoires et les peines silencieuses de mon métier. C'était une période où je pensais avoir enfin trouvé un foyer, un endroit où mon cœur pouvait se poser, où mes peurs anciennes pouvaient s'apaiser. Il me regardait avec tendresse, il me voyait. Il y avait une douceur dans son regard que je n'avais jamais rencontrée, une profondeur qui semblait comprendre et accepter tout de moi. C'était comme si mon âme silencieuse avait enfin trouvé sa mélodie, son écho. Il me faisait sentir importante, aimée d'une façon entière, inconditionnelle. Et cela, pour moi, valait bien plus que tous les millions d'euros qu'il disait avoir l'ambition de gagner. Ces sommes, ces titres, ces chiffres abstraits de son monde, ils me semblaient lointains et futiles comparés à la richesse de son regard, à la chaleur de sa main dans la mienne. Je me souviens d'une soirée particulière. La neige tombait doucement sur Paris, recouvrant les toits d'un voile blanc et silencieux. Il m'a tenu dans ses bras sur notre petit balcon, le froid piquant contrastant avec la chaleur de son étreinte. Il m'a murmuré que j'étais son havre de paix, son ancre dans un monde agité. Ces mots ont touché quelque chose de profond en moi, un besoin d'appartenance que je n'avais jamais vraiment comblé. Je voulais y croire de toutes mes forces. J'avais besoin d'y croire. C'était une promesse, un espoir, une échappatoire à la solitude qui m'avait si longtemps accompagné. Cette illusion, si douce, si réconfortante, est devenue ma réalité, ma vérité. Je ne voyais pas les premières ombres, les premières fissures, les premiers signes de la fragilité de ce rêve. J'étais aveuglé par la lumière qu'il avait allumée en moi. Le vent de la fortune a soufflé fort sur Antoine, le propulsant rapidement vers les sommets du monde de la finance à Paris La Défense.
Ce n'était pas un simple succès, c'était une ascension fulgurante, une spirale vertigineuse qui l'éloignait chaque jour un peu plus de moi, de notre vie simple et des promesses murmurées. Il se plongeait corps et âme dans cet univers où les chiffres dansaient au rythme des millions, où l'apparence et l'ambition primaient sur la vérité et la loyauté. Je voyais l'homme que j'avais aimé se transformer, se durcir, comme une statue polie par les exigences d'un monde impitoyable. Petit à petit, insidieusement, l'homme qui avait su voir ma lumière, celui qui m'avait fait me sentir importante, a commencé à me traiter comme un simple détail, une gêne dans sa nouvelle existence brillante. Les critiques ont commencé à pleuvoir, d'abord légères, puis de plus en plus pesantes. Il me reprochait mes longues heures à l'hôpital, cette passion qui me dévorait, mais qui, selon lui, m'empêchait d'être suffisamment disponible, assez brillante pour les réceptions mondaines de son cabinet. Il n'hésitait plus à exprimer son dédain pour mon travail. « Ton salaire d'infirmière, disait-il, sa voix autrefois douce, maintenant empreinte d'une condescendance à peine voilée, il ne correspond pas vraiment à mon nouveau standing, Élodie. » Ces mots, ils étaient comme des pierres jetées sur un lac calme, brisant la surface, créant des ondulations qui s'éloignaient de plus en plus du centre. J'entendais le jugement, le mépris dans sa voix. Je sentais la distance se creuser, palpable. Le monde qu'il construisait pour lui-même était un miroir froid et sans âme, où mon reflet ne trouvait plus sa place. Je n'étais plus qu'une image floue, une ombre dans sa nouvelle vie éclatante. Nos dîners simples, autrefois remplis de rires et de confidences, se sont transformés en repas solitaires pour moi. Les soirées cinéma sur le canapé sont devenues des veillées silencieuses, où j'attendais, seul, le retour d'un homme qui ne venait plus. Il rentrait de plus en plus tard, puis, parfois, il ne rentrait plus du tout. Le lit conjugal, autrefois notre refuge, devenait immense et froid. Je sentais le vide s'installer entre nous, un vide profond, glacial, qui n'avait rien à voir avec le froid hivernal de Paris. C'était le froid de l'indifférence, de l'éloignement des cœurs. Son monde, je le savais, était fait de salles de réunion aux allures de miroirs, situées aux étages supérieurs des tours emblématiques de la Défense. Des hommes en costume sur mesure y concluaient des affaires de plusieurs millions d'euros avant même l'heure du déjeuner, célébrant leur victoire avec des dîners qui coûtaient, je le savais bien, plus que mon loyer mensuel. Ses collègues roulaient en voiture de luxe, leurs montres étincelaient sous les lustres de cristal. Antoine s'était parfaitement fondu dans ce décor. Il avait enfilé l'ambition comme un manteau chaud, laissant derrière lui tout ce qui ne correspondait plus à cette nouvelle image. Mais moi, je n'ai jamais appartenu à ce monde. Je n'ai jamais eu l'envie de le faire. Mes mains étaient faites pour soigner, pour réconforter, non pour signer des contrats à 6 ou 7 chiffres. Plus Antoine s'enfonçait dans cette vie de strass et de pouvoir, plus je m'estompais à ses yeux, devenant presque transparente. Notre mariage avait débuté dans un modeste appartement à Montreuil, empli d'espoir et de promesses. Il s'achevait, silencieusement, dans un Penthouse luxueux où je mettais rarement les pieds. Antoine avait fini par refuser de m'emmener aux événements de son entreprise, arguant que j'avais l'air trop fatigué, que mon métier d'infirmière ne collait pas à l'ambiance, à l'élégance de ces soirées. La distance n'était plus seulement géographique, elle était émotionnelle, existentielle. Je le voyais s'éloigner, pas à pas, jusqu'à ce que son regard ne me rencontre plus vraiment. C'était comme observer une photographie qui perdrait ses couleurs, jour après jour, jusqu'à devenir un simple croquis en noir et blanc. Mon sourire, autrefois si sincère, devenait une façade que j'arborais par habitude, masquant une tristesse grandissante. Et un jour, il a prononcé la phrase qui a scellé le tout, qui a brisé les dernières chaînes de mon illusion. « Élodie, tu n'es pas assez bien. » Ces mots sont tombés, lourds, définitifs, comme une pierre tombale sur notre passé. Ils ont résonné en moi, transperçant ce qui restait de mon cœur. Ils ont confirmé ce que mon âme, dans son silence, savait déjà. Mais que mon esprit, par amour et par peur, refusait encore d'admettre. L'homme que j'avais tant aimé avait cessé de me voir, de me vouloir. Mon havre de paix était devenu une tempête. Il n'y avait plus de nous. Seulement lui, son ambition, et mon silence. Un silence qui, cette fois,
était rempli d'une douleur nouvelle, profonde, mais aussi d'une étrange et froide lucidité. Le temps s'étire d'une façon étrange lorsque le corps et l'esprit sont épuisés. Après des années à espérer, à tenter l'impossible, après tant de déceptions et ces nuits où les larmes silencieuses étaient mes seules confidentes dans la pénombre de notre salle de bain, un miracle inattendu a germé en moi. Ce jour-là, j'ai découvert que j'étais enceinte. Pas d'un seul enfant, ni de 2, mais de 3. Des triplés. Le papier de l'échographie, un cliché flou, une promesse, tremblait dans mes mains. Un miracle multiplié par 3. Une joie si intense qu'elle en était presque douloureuse, une bouffée d'air pur après une si longue apnée. Je voyais là une seconde chance, non seulement pour moi, mais pour nous, pour Antoine et moi, pour notre histoire qui s'effilochait. J'avais des images précises dans la tête. Je m'imaginais Antoine me soulevant de terre, le visage illuminé par l'excitation, les larmes coulant sur ses joues, mélangeant nos joies en une seule, promettant que nous traverserions tout cela ensemble. J'ai rêvé de notre foyer s'emplissant de rires d'enfants, du parfum des bébés, d'une nouvelle vie qui allait, enfin, réparer les fissures profondes de notre mariage. Je croyais, avec toute la naïveté de mon cœur d'infirmière, que l'amour de ces petits êtres, leur innocence pure, serait le ciment capable de recoller les morceaux de notre union. C'était mon dernier espoir, une lueur fragile mais puissante dans le crépuscule de notre relation. Je voulais croire qu'ils verraient en eux la beauté de ce que nous pouvions encore être, la promesse d'un avenir que nous avions si souvent esquissé. Mais la réalité, une fois de plus, s'est montrée plus froide, plus tranchante que mes rêves. La scène n'a pas été celle d'une étreinte, d'un cri de bonheur partagé. Antoine a fixé l'écran d'échographie. Son regard était vide, comme s'il observait une œuvre d'art abstraite qu'il ne comprenait pas, sans émotion, sans la moindre trace de la tendresse que j'attendais désespérément. Le silence, un silence lourd et assourdissant, a précédé sa sentence. « Élodie, c'est impossible. Je ne peux pas avoir d'enfant. » Ces mots ont été prononcés d'une voix neutre, presque détachée, mais ils ont percé mon cœur avec la précision d'un scalpel. Ils ont résonné en moi, une mélodie funeste qui allait m'obséder. Il m'a ensuite présenté un rapport médical. Un document officiel, avec des en-têtes et des chiffres. Il parlait d'une infertilité prononcée, d'une incapacité quasi totale à concevoir. Je n'avais jamais vu ce rapport. Il m'a accusé, le regard dur, la voix emplie d'une suspicion glaciale. Il m'a accusé de l'avoir trahi, de lui avoir menti, de chercher à le piéger. Mon esprit s'est emmêlé, ma tête tournait. Je ne comprenais pas. Comment cela pouvait-il être possible? Qui aurait pu faire cela? Ces questions, des murmures angoissés, se sont perdus dans le tourbillon de ma détresse. L'homme que j'avais épousé, l'homme qui avait juré de m'aimer, me rejetait ainsi, avec une indifférence brutale. Il a menacé de divorcer. Pas une discussion, pas un essai de comprendre, juste une menace, une porte claquée sur l'avenir que j'avais chéri. Puis, il est parti. Il a disparu pendant 3 jours, me laissant seul dans notre appartement, face à cette nouvelle réalité. 3 jours d'un silence assourdissant, d'une solitude écrasante, où mon seul réconfort était le battement léger, mais si puissant, des 3 vies qui grandissaient en moi. Les nausées étaient constantes, épuisantes, mais je n'avais personne à qui me plaindre, personne pour me soutenir. J'ai continué mes doubles gardes à l'hôpital Saint-Martin, mon corps fatigué, mon esprit en proie au doute, mais mon cœur s'accrochant désespérément à mes bébés. Dans le creux de la nuit, je leur parlais, ma main posée sur mon ventre arrondi. Je suis là. Je ne vous quitterai pas, c'était un serment que je leur faisais, un engagement gravé dans ma chair, mais c'était aussi un pacte avec moi-même. Une promesse de ne jamais abandonner, de me battre pour cette famille que je portais. Je ne savais pas alors que l'homme que j'avais tant aimé allait me trahir de la manière la plus cruelle, au moment même où je mettrais nos enfants au monde. Je ne savais pas que ces rapports médicaux étaient un mensonge savamment orchestré, un piège tissé dans l'ombre. Et je n'avais aucune idée que quelqu'un d'autre était sur le point d'entrer dans ma vie de manière plus concrète, quelqu'un qui allait tout changer, et dont l'ombre planait déjà sur notre destinée.
Léa Bernard, avec son sourire si poli qu'il semblait fabriquer, avait déjà commencé son œuvre de sape. Elle, qui était son analyste junior, préparait ses déjeuners, tapait ses notes, se montrait toujours à sa disposition. Mais sous sa voix douce et sa posture timide se cachait une faim aiguisée comme une lame, une ambition démesurée. Léa ne voulait pas un simple emploi. Elle voulait un avenir bâti sur les ruines des autres. Et elle avait choisi Antoine, comme un loup choisit le cerf le plus faible du troupeau. En silence, patiemment, avec une concentration implacable, elle observait, manipulait, et attendait son heure. Elle était l'architecte invisible de ma détresse, celle qui avait nourri les doutes d'Antoine, celle qui avait semé les graines de notre destruction. Je me sentais démuni, seul, mais au fond de moi, une petite flamme commençait à brûler. La flamme de la survie, de la maternité. La conscience, pour moi, était un va-et-vient, comme les vagues d'une mer agitée qui me tirait vers le fond. Les voix se fondaient en un bourdonnement lointain. Les lumières se brouillaient entraînées. Chaque inspiration était comme aspirer l'air à travers du verre brisé. Je sentais des mouvements autour de moi, des mains ajustant des tubes, le clic métallique des instruments, des pas précipités sur le sol. Je savais que j'étais en difficulté bien avant que quiconque ne prononce les mots à voix haute. Ma poitrine était lourde, trop lourde. Mes membres picotaient, puis s'engourdissaient. Et quelque part, derrière la brume, je me souvenais de la voix d'Antoine. Froide, finale. M'abandonnant au moment où j'avais le plus besoin de lui. C'est là que je me suis brisé. Non pas bruyamment, non pas de façon dramatique, mais silencieusement. Si silencieusement que cela me hanterait plus tard. Une seule larme a glissé sur ma joue, inaperçue dans le chaos qui m'entourait. Ce n'était pas une douleur physique. C'était le genre de larme qui vient lorsque le dernier fil d'espoir se rompt. Le genre qui vous vole l'air de vos poumons et le remplace par un vide que rien ne peut combler. Là elle perd de la pression, a crié une infirmière. Il faut la stabiliser maintenant. J'ai voulu parler. J'ai voulu leur dire que j'allais bien. Que j'avais juste besoin d'un instant. Que je n'étais pas prête à laisser mes bébés seuls dans ce monde. Mais mes lèvres ne se sont pas ouvertes. Ma voix ne s'est pas élevée. Au lieu de cela, mon esprit a dérivé vers des souvenirs que je n'avais pas choisis. Les mains chaudes de ma mère me bordant au lit. Ma jeune personne promettant que je serais un parent différent. Mon premier test de grossesse positif. Le miracle que je pensais ne jamais avoir. Antoine me souriant, autrefois, avant que l'ambition et les mensonges ne le transforment en quelqu'un de méconnaissable. Puis, un souvenir plus sombre a refait surface. Le son d'Antoine murmurant, « Ils ne sont pas de moi », alors que j'étais impuissante sur la table d'accouchement. Cette phrase s'est enroulée autour de mon cœur comme un poing qui se serre. Ma respiration s'est bloquée. Les moniteurs ont hurlé. Là elle est en train de s'effondrer. Un masque a été pressé sur ma bouche. Des mains chaudes ont soutenu ma tête. Quelqu'un a appelé à l'adrénaline. Quelqu'un d'autre a crié le nom de Gabriel. À travers une vision floue, je l'ai vu. Docteur Gabriel Moreau, apparaissant à mes côtés comme une tempête contenue dans une forme humaine. Ses yeux ont balayé mon corps, évaluant, calculant, combattant la panique avec un contrôle exercé. Élodie, reste avec moi, a-t-il dit, se penchant. Sa voix était ferme, rassurante. Tu vas bien. Tu es en sécurité. Je suis là. Personne ne m'avait dit ces mots depuis longtemps. Une autre larme s'est échappée. Gabriel, la tension chute vite. Une deuxième ligne, a-t-il aboyé. On ne va pas la perdre. Pas aujourd'hui. Sa main a trouvé la mienne. Il a serré fermement et sûrement, comme si sa seule volonté pouvait m'ancrer au monde. Pense à tes bébés, a dit Gabriel doucement. Ils ont besoin de toi. Tu m'entends? Ils ont besoin de leur maman. Mon cœur a hésité. S'est aplati l'espace d'une fraction de seconde, puis a de nouveau bondi, faible mais présent. Gabriel a expiré,
le soulagement éclairant ses yeux. C'est ça. Batte-toi. Ne m'abandonne pas maintenant. Ma vision s'est estompée. Les couleurs se sont drainées dans le gris. Les sons s'étiraient et se déformaient. Mon esprit était comme une pièce où les lumières s'éteignaient une par une. Mais juste avant que l'obscurité ne m'engloutisse, j'ai entendu une voix que je n'attendais pas, froide, furieuse, tremblant d'incrédulité, criant de l'extérieur de la pièce, « Comment ça ? Ces bébés sont enregistrés sous le nom d'un autre homme. » La voix de Léa Bernard a répondu, tremblant de panique. Ils disent, Gabriel Moreau a tout signé. Mon cœur a tressauté, puis le monde est devenu noir avant que je ne puisse entendre le reste. J'ai dérivé entre conscience et inconscience pendant des heures, suspendu dans un brouillard où les voix se confondaient et la lumière pulsait comme des étoiles lointaines. Je ne savais pas combien de temps s'était écoulé lorsque j'ai finalement ouvert les yeux. Le bip doux des machines m'a souhaité la bienvenue. Ma respiration était plus régulière maintenant. La pièce était tamisée, l'air frais sur ma peau. Mais je n'étais pas seul. Docteur. Gabriel Moreau était assis près de mon lit, les coudes sur les genoux, l'épuisement gravé dans sa posture. Sa blouse était froissée. Ses cheveux ébouriffés, comme s'il les avait passés 100 fois entre ses mains. Pourtant, ses yeux, lorsqu'ils se sont finalement levés pour rencontrer les miens, contenaient une chaleur que je ne comprenais pas. « Vous nous avez fait une belle frayeur », a-t-il dit doucement. J'ai essayé de parler, mais ma gorge brûlait. Gabriel a versé de l'eau, portant la tasse à mes lèvres avec une douceur que je n'avais pas ressentie depuis des années. Quand j'ai enfin pu former des mots, ils sont sortis avec peine. « Mes bébés, ils vont bien ? » « Ce sont des battants, » a dit Gabriel. « Plus fort que quiconque ne l'aurait cru. Ils sont stables pour le moment. » Le soulagement m'a submergé, si intense qu'il a tiré une autre larme. Mais le moment a été de courte durée. La douleur a traversé les traits de Gabriel, quelque chose qu'il a essayé de cacher et a échoué. « Élodie, il y a quelque chose dont nous devons parler. » Mon cœur a battu irrégulièrement. Que s'est-il passé ? Que ai-je entendu avant de m'évanouir ? Gabriel a expiré. L'hôpital a dû désigner un tuteur légal pendant l'urgence. Antoine n'était pas là. Vous n'étiez pas consciente. Le protocole exigeait que quelqu'un d'autre signe. Et vous, ai-je murmuré. J'étais le médecin de garde. Alors oui, j'ai signé. Puis il a ajouté doucement, les bébés portent le nom de famille Moreau jusqu'à ce que les papiers changent. Ma respiration s'est coupée. L'idée de mes enfants liés légalement, officiellement, à un homme que je connaissais à peine me semblait surréaliste. Mais ce n'est pas le vrai problème, a poursuivi Gabriel, sa voix s'abaissant. Les dossiers de fertilité d'Antoine. Ils ont été altérés. J'ai cligné des yeux. Altérés ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Gabriel s'est levé, récupérant un dossier sur le comptoir. Ses mouvements étaient lents, prudents. Son dossier médical a été modifié. Les valeurs de laboratoire changées. Le diagnostic fabriqué. Il a rencontré mes yeux. Antoine n'est pas infertile. Il ne l'a jamais été. Le monde a basculé. Mais il m'a montré. Il m'a montré des papiers, ai-je balbutié. Et il a dit qu'il ne pouvait pas. Et il a cru qu'ils étaient réels, a dit Gabriel. Mais quelqu'un d'autre avait accès à son profil de système de santé. Quelqu'un qui savait exactement quoi changer. L'implication a résonné fortement dans la petite pièce. Léa Bernard. J'ai senti le froid me parcourir la colonne vertébrale. Gabriel a poursuivi. Et il y a plus. Quand vous vous êtes évanoui plus tôt, le service de néonatologie a effectué des marqueurs génétiques supplémentaires pour vérifier la parenté, pour les correspondances sanguines d'urgence. Mon pouls s'est accéléré. Qu'ont-ils trouvé ? Gabriel a hésité juste assez longtemps pour que mon estomac se serre. Les marqueurs des triplés correspondent à 99% à ceux d'Antoine. Ils sont biologiquement ses enfants. Ma respiration s'est coupée.
Les mois de doute, les accusations, les papiers de divorce glissaient dans mes mains tremblantes. Tout cela basé sur un mensonge. Un mensonge que quelqu'un voulait qu'Antoine croie. Un mensonge qui m'avait ruiné. Pourquoi, ai-je murmuré, la voix tremblante. Pourquoi quelqu'un ferait-il ça? La mâchoire de Gabriel s'est serrée. Vous devez savoir autre chose sur Léa Bernard. Elle n'était pas seulement l'analyste d'Antoine. Elle a suivi votre programme d'infirmière il y a des années. Mes yeux se sont écarquillés. Un souvenir a flashé. La poignée de main froide de Léa, son léger sourire narquois, la façon dont elle m'avait regardé comme si elle connaissait mes faiblesses. Là elle vous a saboté une fois, a dit Gabriel. Des dossiers de bourse d'études, des lettres de recommandation. Elle a l'habitude de vous cibler. J'ai senti mon pouls marteler dans mes oreilles. Ce n'était pas le destin. Ce n'était pas un accident. C'était calculé, délibéré, personnel. Avant que je ne puisse répondre, on a frappé à la porte. Une infirmière a jeté un coup d'œil, essoufflé. Docteur Moreau, il y a un problème au service de néonatologie. Quelqu'un essaie d'accéder à l'unité des triplés. L'expression de Gabriel s'est durcie. Et qui, a-t-il demandé? L'infirmière a dégluti. Antoine et Léa. Mon sang s'est glacé. Et à cet instant, j'ai réalisé que le cauchemar n'était pas terminé. Il venait seulement de commencer. Si vous êtes encore avec moi, ici, maintenant, je vous invite à laisser le chiffre 1 minute en commentaire. C'est un signe précieux pour moi, une preuve que je ne suis pas seul dans ce voyage, et cela me donne le courage de vous raconter la dernière partie de cette histoire, même si Antoine avait été destitué et faisait face à la justice, une nouvelle menace s'est levée, venant d'un passé que je croyais avoir enterré. Jean Dubois, mon père, celui qui m'avait abandonné 15 ans plus tôt, est réapparu. Les couloirs de l'hôpital semblaient plus froids que d'habitude, comme si les murs eux-mêmes pressentaient que quelque chose n'allait pas. Mon cœur battait dans ma poitrine alors que je me hâtais aux côtés de Gabriel. Mes paumes étaient moites, ma gorge serrée. J'avais survécu à la trahison, à l'humiliation et à une expérience de mort imminente. Mais rien ne me terrifiait autant que ces 3 petites couveuses. Que s'est-il passé? Ai-je haleté, essayant de suivre les longues enjambées de Gabriel. Le service de néonatologie a signalé une tentative d'accès non autorisée à l'aile restreinte, a dit Gabriel, sa voix brève. Lorsque le personnel s'est approché, la personne a couru. Mon estomac s'est serré. Couru? Alors, ils sont entrés? Non, a dit Gabriel, mais ils étaient assez près pour effrayer tout le monde. Nous avons tourné au coin vers l'entrée du service de néonatologie. Des agents de sécurité se tenaient près des doubles portes. L'un d'eux s'est avancé lorsque Gabriel s'est approché. Docteur Moreau, nous avons examiné les images, a dit le gardien. Le suspect portait un badge de visiteur, mais il n'a pas été délivré aujourd'hui. Comment l'ont-ils obtenu? Ai-je murmuré. Le gardien a hésité. Nous traçons cela maintenant, mais il y a autre chose. Il s'est tourné vers moi. Madame, le badge a été émis à votre nom. Mes genoux ont failli fléchir. Mon quoi? Je n'ai demandé aucun badge. Je n'ai pas quitté l'aile de la maternité. La mâchoire de Gabriel s'est serrée. Mais quelqu'un usurpe son identité. La panique m'a parcouru la colonne vertébrale comme des doigts froids. Et qui ferait ça? Antoine était furieux, oui, mais une entrée imprudente dans le service de néonatologie, même lui ne risquerait pas de nuire à ses propres enfants. Et Léa était en garde à vue. Alors qui? Gabriel a doucement touché mon coude. Venez, allons voir les bébés. Nous sommes entrés dans le service de néonatologie, accueillis par le bip régulier et rythmé des moniteurs cardiaques. La pièce chaude et faiblement éclairée me semblait toujours être un lieu sacré, l'endroit où de fragiles commencements luttaient pour entrer dans le monde. Je me suis précipité vers les couveuses où mes triplés reposaient, petits et parfaits, connectés au moniteur, mais respirant régulièrement. Noah, Grace, Olivier.
Ma raison d'être, je touchais le verre doucement, ma voix à peine un murmure. Maman est là. Ils vont bien, a murmuré Gabriel. Rien n'a été altéré. J'ai expiré un souffle tremblant. Le soulagement m'a envahi, mais il était mince, fragile, facilement transpercé. Et quelqu'un les cible, ai-je dit, la voix tremblante. Pourquoi? Que veulent-ils? Gabriel n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il a fait signe à l'infirmière du service de néonatologie de nous laisser de l'espace. Une fois la pièce calme, il s'est tourné vers moi avec un sérieux qu'il n'avait jamais montré auparavant. Il est possible, a-t-il dit lentement, que cela n'ait rien à voir avec Antoine. J'ai froncé les sourcils. Et qui d'autre voudrait faire du mal à mes enfants? Gabriel a glissé ses mains dans ses poches, un geste qui m'a dit qu'il choisissait chaque mot avec soin. Le badge n'était pas la seule chose étrange. La sécurité a signalé que l'intrus n'a pas essayé d'atteindre les triplés au début. Ils sont allés au placard à fournitures. Le placard, ai-je répété. Pourquoi? Parce que c'est là que sont conservés les tableaux de groupe sanguin et les kits de transfusion, a dit Gabriel, rencontrant mon regard. Et quelqu'un n'essayait pas de leur faire du mal. Quelqu'un cherchait une confirmation d'ADN. J'ai senti le sang se retirer de mon visage. Pourquoi quelqu'un voudrait-il cela? Le silence de Gabriel était plus éloquent que n'importe quelle réponse. Puis une infirmière s'est précipitée dans le service de néonatologie, essoufflée. Docteur Moreau, vous devez voir ça. Elle a tendu une tablette. La sécurité avait amélioré les images. Le visage de l'intrus était partiellement obscurci par une capuche, mais pas assez. Je me suis figé. Je connaissais ce visage, un visage que je n'avais pas vu depuis presque 15 ans. Mon père, Jean Dubois, l'homme qui m'avait abandonné. Et maintenant, il essayait d'atteindre mes enfants. Pendant un long moment, je n'ai pas pu respirer. L'image sur la tablette, granuleuse, légèrement déformée, mais indubitablement lui, a creusé ma poitrine. Ce visage, vieilli mais familier, m'a ramené en arrière à travers des années que j'avais volontairement enterrées. Mon père, Jean Dubois, l'homme qui avait disparu sans un au revoir. L'homme qui nous avait laissés, ma mère et moi, nous noyer dans les factures impayées et les promesses brisées. L'homme à qui je n'avais pas parlé depuis mes 13 ans. Que fait-il ici, ai-je murmuré. Pourquoi maintenant? Gabriel a doucement pris la tablette de mes mains tremblantes. Nous ne savons pas encore, mais la sécurité a signalé son identifiant de visiteur. Il a été délivré à l'aide de faux documents. Mon estomac s'est noué. Toutes les nuits que j'avais passées à pleurer seul après qu'il nous ait abandonnés sont revenues en mémoire. Les mois d'avis d'expulsion. Ma mère travaillant triple pour nous maintenir à flot. La culpabilité écrasante que je portais lorsque ma mère était tombée malade. J'avais appris très tôt que les personnes censées vous protéger étaient parfois les premières à partir. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils reviennent. Je ne m'attendais certainement pas à ce qu'ils reviennent comme ça. Gabriel s'est rapproché. Élodie, la dernière fois que vous l'avez vu, c'était quand? Il y a 15 ans, ai-je murmuré. Il est parti, n'a pas appelé, n'a pas envoyé d'argent, n'est même pas venu quand maman est tombée malade. Je pensais qu'il était mort. Ma voix s'est brisée sur le dernier mot. L'expression de Gabriel s'est adoucie. Peut-être est-il désespéré. Peut-être que quelque chose est arrivé. J'ai secoué la tête. Il n'a jamais été assez désespéré pour rentrer. Pas pour moi. Pas pour elle. J'ai fixé les nouveau-nés dans leur couveuse. Les petites vies que je mourrais pour protéger. Et l'idée que mon père, l'homme qui n'avait même pas pu protéger son propre enfant, essaie d'y accéder, m'a donné des frissons. L'infirmière du service de néonatologie est restée à proximité, hésitante. Il y a plus. Nous avons extrait les dossiers hospitaliers des admissions plus tôt ce matin. Quelqu'un sous le nom de votre père a demandé une consultation avec des spécialistes en génétique. Mes yeux se sont écarquillés. Génétique?
Pourquoi? Gabriel a échangé un regard lourd avec l'infirmière. Élodie, il y a une chance que votre père soit malade. Ma respiration s'est ralentie. Malade. Certaines maladies génétiques nécessitent des proches parents biologiques pour le traitement, a expliqué Gabriel avec précaution. Parfois les petits-enfants. Le sol a semblé s'incliner sous moi. Non, ai-je murmuré. Il ne peut pas revenir dans ma vie et exiger quoi que ce soit. Il ne peut pas utiliser mes enfants comme des solutions. Gabriel a posé une main ferme sur mon épaule. Vous n'avez pas à prendre de décision maintenant, mais vous devez connaître la vérité avant qu'il n'essaie de vous contacter à nouveau. J'ai dégluti. Mon pouls battait la chamade. Je sentais les vieilles blessures s'ouvrir. Des blessures que je pensais avoir scellées il y a longtemps. Mais pourquoi voler un badge, ai-je murmuré. Pourquoi se faufiler au lieu de me parler? L'infirmière a baissé la voix. Parce que l'hôpital a refusé sa demande. Il n'était pas autorisé à apprendre quoi que ce soit sur vous les bébés. Il a essayé de forcer l'accès. J'ai ressenti un mélange troublant de colère et d'appréhension. Mon père avait toujours été imprévisible. Charmant quand il voulait quelque chose. Cruel quand il ne l'obtenait pas. Mais cela, c'était différent. C'était délibéré, calculé. Gabriel a hésité avant de parler à nouveau. Il y a encore une chose que vous devriez entendre. L'équipe de sécurité a trouvé quelque chose de laissé près de l'entrée du service de néonatologie. Il a fouillé dans la poche de son manteau et m'a tendu un morceau de papier plié. Je l'ai déplié lentement, ma respiration s'accélérant alors que je reconnaissais l'écriture. Déraisonnable, désordonnée, douloureusement familière. Il était écrit, Élodie, j'ai besoin de tes enfants. Ne me force pas à faire ça à la dure. Mes mains ont tremblé. La pièce a tourné. Gabriel a attrapé le papier avant qu'il ne glisse de mes doigts. Mon père n'était pas là pour la réconciliation. Il était là pour la possession. Avant que Gabriel ne puisse parler, une autre alarme a retenti à travers l'étage. Une alerte du service de néonatologie qui m'a glacé le sang. Une infirmière a fait irruption dans le couloir. Le docteur Moreau, le moniteur de l'un des bébés vient de piquer. Nous avons besoin de vous maintenant. Mon cœur s'est arrêté. Et quand je me suis précipité dans le service de néonatologie, j'ai réalisé que le cauchemar n'était pas terminé. Il s'intensifiait. Le service de néonatologie pulsait d'urgence au moment où je m'y suis précipité. Des alarmes clignotaient au-dessus de ma tête, projetant une lumière rouge à travers la pièce comme un avertissement de l'univers lui-même. Les infirmières se déplaçaient rapidement mais avec une précision mesurée, entourant le plus petit de mes bébés. Olivier, mon enfant le plus fragile. Son moniteur avait piqué. Les niveaux d'oxygène chutaient juste assez pour déclencher la panique. J'ai pressé une main sur ma poitrine, essayant de respirer. Que se passe-t-il? Une infirmière a vérifié les connexions du ventilateur. Ces constantes se stabilisent, mais quelqu'un a trafiqué les réglages de la couveuse. La température a été modifiée. Je me suis figé. Modifié exprès? Ce n'était pas un problème système, a dit l'infirmière d'un ton sombre. Quelqu'un a fait ça manuellement. Ma vision s'est brouillée alors que l'horreur m'envahissait. D'abord, mon père essayant de se faufiler. Maintenant ça. Quelqu'un prêt à risquer la vie d'un nouveau-né. Puis Gabriel a fait irruption dans le service de néonatologie avec l'intensité d'un homme prêt pour la guerre. Il est allé directement aux côtés d'Olivier, évaluant les graphiques, ajustant les réglages, et aboyant des ordres avec un calme exercé. Obtenez-moi une lecture diagnostique complète. Je veux que chaque changement soit horodaté, a-t-il dit. Les verrouiller chaque point d'accès. Personne ne s'approche de ces bébés sans triple vérification. Sa présence a stabilisé la pièce, et pendant un instant, j'ai senti le monde arrêter de trembler. Mais quand Gabriel s'est finalement tourné vers moi, j'ai vu quelque chose de nouveau dans ses yeux. Quelque chose déguisé, contrôlé seulement par la force. Élodie,
a-t-il dit doucement, ce n'était pas votre père. J'ai dégluti. Ah, comment le savez-vous? Gabriel a levé un petit objet scellé dans un sac de preuve en plastique. Un badge de sécurité. Un badge qui n'appartenait pas à mon père. Un badge qui n'appartenait pas non plus à Antoine. Cela a été trouvé sous la couveuse, a dit Gabriel. C'est une carte d'accès en double utilisée par le personnel hospitalier. Mon estomac s'est serré. À qui est-ce? Gabriel a hésité juste assez longtemps pour que mes genoux fléchissent. Elle appartient à un technicien de nuit, quelqu'un qui a terminé sa garde tôt ce soir. J'ai froncé les sourcils. Mais pourquoi ferait-il ça? Parce que quelqu'un l'a payé, a dit Gabriel d'un ton plat. Et nous devons savoir qui. Avant que je ne puisse répondre, les portes du service de néonatologie se sont ouvertes en grand et un superviseur de la sécurité s'est précipité. Docteur Moreau, nous avons arrêté le technicien, a-t-il dit. Il affirme qu'il n'avait pas l'intention de faire de mal à qui que ce soit. Juste faire un travail. Mon pouce est accéléré. Quel travail? Le superviseur a regardé de moi à Gabriel, incertain de la quantité à révéler. Gabriel lui a fait signe de continuer. Il a dit qu'une femme l'avait contacté, lui avait offert de l'argent pour déclencher une légère frayeur afin que la mère soit distraite assez longtemps pour que quelqu'un d'autre parle au nourrisson. Il a dit que c'était une affaire de famille. J'ai senti la glace me parcourir la colonne vertébrale. Une femme? Gabriel s'est raidi, son expression s'assombrissant. Ce n'est pas Léa. Un frisson m'a parcouru. Je ne connaissais qu'une autre femme avec des cheveux comme ça. Ma respiration s'est ralentie. La seconde femme de mon père, Sylvie Duval. Les yeux de Gabriel se sont écarquillés, la connexion se faisant. Vous avez mentionné qu'elle ne vous aimait jamais. C'est un euphémisme, ai-je murmuré. Elle m'a reproché le départ de mon père. Elle a dit que j'avais gâché sa vie. Et maintenant elle pense que mes bébés peuvent sauver la sienne. Avant que Gabriel ne puisse répondre, l'interphone du service de néonatologie a retenti brusquement. Docteur Moreau, veuillez vous présenter immédiatement à l'entrée principale. Gabriel a échangé un regard tendu avec moi. Restez ici. Ne bougez pas. Ne parlez à personne. J'ai hoché la tête, m'accrochant à la rampe de la couveuse comme à une ancre. Gabriel s'est éloigné du service de néonatologie juste au moment où un gardien s'est précipité, essoufflé. Madame, a-t-il dit d'urgence, vous devez venir avec moi. Quelqu'un exige de vous voir. Mon cœur a battu la chamade contre mes côtes. Qui? Le gardien a dégluti. Une femme aux cheveux roux. Et elle refuse de partir tant qu'elle n'aura pas les bébés. J'ai suivi l'agent de sécurité dans le long couloir. Chaque pas était plus lourd que le précédent. Mes paumes étaient humides, ma respiration irrégulière. J'avais affronté Antoine. J'avais affronté Léa. J'avais même affronté le fantôme de la trahison de mon père. Mais la femme qui m'attendait maintenant, Sylvie Duval, était un autre genre de danger. Un danger silencieux, venimeux. Le genre qui souriait en vous tordant un couteau dans le dos. Lorsque nous avons atteint l'entrée principale, je me suis figé. Sylvie se tenait au milieu du hall comme si l'hôpital lui appartenait. Sa grande silhouette était enveloppée dans un manteau de cachemire bordeaux. Ses cheveux roux tombaient en vagues élégantes, son expression était un masque froid de supériorité. Les gens s'écartaient de son chemin sans en comprendre la raison. Le pouvoir émanait d'elle, mais ce n'était pas un vrai pouvoir. C'était un droit, aiguisé par l'amertume. Au moment où Sylvie m'a repéré, ses lèvres se sont courbées en un sourire fin et venimeux. « Eh bien, a-t-elle dit, sa voix aussi lisse que du verre. La fille prodigue est de retour. J'ai dégluti. « Que faites-vous ici, Sylvie ?» Sylvie a fait un pas de plus, ses talons claquant sur le marbre. Je suis venu chercher ce qui aurait dû être à nous depuis longtemps. Je me suis raidi. Mes enfants ne sont pas les vôtres.
Ils ne sont pas ceux de mon père. Ils sont miens. Le sourire de Sylvie n'a pas faibli. Jean est en train de mourir. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing dans la poitrine. Sylvie a poursuivi. Il a besoin d'une correspondance génétique pour un traitement de cellules souches, quelque chose que seuls des proches parents de sang peuvent fournir. Et vous voulez utiliser mes bébés, ai-je dit, ma voix rauque. Vous voulez leur prendre comme il m'a pris. Les yeux de Sylvie se sont durcis. Votre père vous a donné la vie. Vous lui devez. Lui devoir? Ma voix tremblait de fureur. Il nous a abandonnés. Il a laissé maman se débattre seule. Il n'était pas là quand elle est morte. Il n'était pas là quand j'ai été forcé d'arrêter l'école. Il n'a même pas dit au revoir. Pour l'amour de Dieu, Élodie, a claqué Sylvie. Lâchez le passé. C'est plus important que vos sentiments. Non, ai-je dit doucement, ma colère maintenant stable. Il s'agit exactement de mes sentiments, de mes limites et de mes enfants, et vous ne les toucherez jamais. Le masque de Sylvie s'est brisé pour la première fois. Vous pensez pouvoir m'arrêter, a-t-elle sifflé. Vous pensez que votre médecin peut vous protéger? J'ai des avocats aussi. J'ai de l'argent. Et vous? Elle m'a regardé de haut en bas. Vous avez toujours été faible. Je n'ai pas scié. Les personnes faibles ne survivent pas à ce que j'ai survécu. Pour la première fois, le calme de Sylvie a vacillé. Avant qu'elle ne puisse répondre, Gabriel est apparu derrière moi. Sa présence était comme un mur d'acier et de feu. Il s'est placé à mes côtés sans un mot, les yeux fixés sur Sylvie avec une fureur qu'il montrait rarement. Vous allez quitter cet hôpital, a dit Gabriel d'un ton égal. Vous n'approcherez plus Élodie, et vous ne vous approcherez jamais de ses enfants. Sylvie arrive froidement. Et qui êtes-vous pour prendre cette décision? Gabriel a sorti un document de son manteau et l'a tendu au gardien de sécurité le plus proche. Ceci est une ordonnance de protection temporaire, effective immédiatement. Le sourire narquois de Sylvie s'est enfin effondré. Vous ne pouvez pas faire ça, a-t-elle craché. C'est déjà fait, a répondu Gabriel. Mais Sylvie n'était pas vaincue. Pas encore. Ses yeux brillaient d'un éclat plus sombre, plus dangereux. Vous pensez que ça se termine ici, a-t-elle murmuré. Élodie finira par venir. Elle n'aura pas le choix. Et quand elle l'aura, Gabriel s'est avancé, sa voix comme de la glace. Dehors. La sécurité s'est mise en mouvement. Sylvie les a regardés, puis moi, un regard rempli de promesses de futurs méfaits, avant de tourner brusquement et de quitter l'hôpital en trombe. J'ai laissé échapper un souffle tremblant. Gabriel a posé une main ferme sur mon dos. C'est fini, a-t-il murmuré. Mais mon regard est resté fixé sur les portes tournantes où Sylvie avait disparu, car au fond de moi, je savais quelque chose que Gabriel ignorait. Sylvie ne partait jamais sans un plan, et elle n'attaquait jamais qu'une seule fois. Les mois ont passé. Le printemps est arrivé à Paris, adoucissant la ville de son soleil. Je poussais une poussette triple à travers le jardin du Luxembourg, le vent caressant mes joues. Mes bébés dormaient paisiblement, emmitouflés dans des couvertures aux couleurs pastel. Gabriel marchait à mes côtés, tenant ma main. Non par nécessité, non par protection, mais par quelque chose de plus profond, quelque chose de choisi. Élodie, a-t-il dit doucement, s'arrêtant près des cerisiers en fleurs. Je ne veux pas remplacer ce que tu as perdu. Je veux juste construire ce qui vient. Mon cœur a gonflé. Je me suis rapproché, les larmes chaudes contre l'air frais. Gabriel, je le veux aussi. Sous la douce floraison du printemps, nos lèvres se sont rencontrées. Non pas comme sauveur et sauvé, mais comme deux personnes qui avaient traversé l'obscurité pour se trouver. Le passé ne me poursuivait plus. L'avenir ne m'effrayait plus. Ma famille, ma vraie famille, était là. Et pour la première fois de ma vie, Élodie Dubois s'est sentie enfin entière. Antoine Leclerc, avec toute sa puissance et sa fortune au cœur de Paris, a finalement échoué,
non pas par manque de biens matériels, mais parce qu'il a jugé les êtres humains à l'aune de leur apparence et de leur statut social. Il n'a jamais su voir la valeur intrinsèque d'Élodie Dubois, sa femme silencieuse et dévouée. Cette arrogance lui a coûté un prix exorbitant, non seulement sa carrière, mais aussi la famille qu'il a lui-même détruite. Plus profondément encore, la trahison d'Antoine n'était en rien la preuve d'une quelconque faiblesse chez Élodie. Elle fut, au contraire, le miroir d'une insécurité profonde et d'un ego fragile qui le rongeait. Antoine avait besoin de se sentir indispensable, d'être au centre de tout, d'être celui dont on avait besoin et qui contrôlait. Face à une femme comme Élodie qui trouvait sa force et sa valeur en elle-même, silencieuse mais résiliente, sans nécessiter son approbation pour exister, l'ego d'Antoine s'est effondré. Il ne pouvait tolérer une partenaire dotée d'une telle force intérieure. Et la véritable victoire d'Élodie Dubois n'a pas résidé dans la vengeance ou l'humiliation de celui qui l'avait trahi. Sa victoire fut de préserver sa dignité, de partir en silence sans amertume, et de vivre fidèlement aux valeurs qui lui étaient chères, la bonté, la résilience et l'amour inconditionnel pour ses enfants. Elle n'a pas permis à la douleur de la transformer. Elle a choisi la liberté intérieure, la liberté d'aimer et de construire une nouvelle vie, non entravée par les ombres du passé. La vraie liberté n'est pas l'absence de chaînes, mais la force de les briser. Parfois, le silence est la plus forte des réponses. Et vous, quelle est la sagesse que vous a tirée des épreuves de la vie? Partagez-la avec nous. L'histoire d'Élodie Dubois se termine ici. Que pensez-vous des décisions qu'elle a prises? Auriez-vous agi différemment à sa place, face à de telles épreuves? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires, je les lis toujours, un par un. C'est précieux pour moi de savoir ce que ces parcours de vie éveillent en vous. Si cette histoire vous a touché ou vous a fait réfléchir sur le sens profond des choses, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de la partager avec quelqu'un que vous croyez être également ému, et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines explorations de l'âme humaine. Rendez-vous dans la prochaine histoire, cher ami, et qui sait, la prochaine fois, ce sera peut-être votre propre âme qui nous parlera.